Hugues Incelin, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes multiplicateur, mais vous êtes aussi, et c'est à ce titre qu'on vous a invité, coopérateur chez Valfrance en région parisienne. Valfrance s'est lancé dans une certification environnementale de niveau 2, niveau 2, équivalence connue sous le nom d'Agriconfiance. C'est le label, j'allais dire, propre au COP. Vous le faites donc déjà chez vous, dans votre COP. Combien de coopérateurs, d'agriculteurs sont chez vous engagés dans cette démarche ? Et oui, en effet, Pascal, ça fait déjà de nombreuses années que Valfrance a engagé une démarche qualité via le référentiel Agriconfiance. Et ça fait donc au moins une vingtaine d'années que nous sommes partis dans ce schéma-là. Il y a environ aujourd'hui la moitié des producteurs sociétaires qui sont engagés dans cette démarche. Combien ? Ça fait combien au total ? Environ 600 agriculteurs sur 1200. Quoi. 600 sur 1200 chez vous. Voilà. Pourquoi avoir fait ce choix de vous lancer dans cette démarche de niveau 2 ? En fait, c'est parti un peu des demandes clients. Valfrance a toujours eu en région parisienne des clients meuniers assez orientés sur la traçabilité et sur les bonnes pratiques. Et donc petit à petit, il a fallu manager cette qualité au sein de la COP. Et donc on s'est tourné sur le référentiel Agriconfiance qui nous permet de manager la qualité en interne et donc de répondre au cahier des charges et aux demandes des clients, tout en ayant un tronc commun qui est la certification environnementale de niveau 2, reconnue via Agriconfiance. Donc pour vous, c'est une demande client, c'est une forme de cette demande client nous a permis en fait de manager au mieux cette demande client. Il y a un tronc commun qui est la certification environnementale, les 16 exigences, comme on les a déjà exposées tout à l'heure. Et à cela s'ajoutent en fait des demandes clients plus particulières. Ah oui, vous allez plus loin sur certains points. On va plus loin dans certains cahiers des charges et on a quand même une grosse partie du tas de blé qui est produite dans le tronc commun, mais après on a des cahiers des charges plus complexes dans lesquels nous sont imposés par les clients des choses, des demandes spécifiques de leur part. Voilà. Alors comment ça se traduit ? Quelles sont les exigences justement que vous mettez en œuvre vous pour répondre à cette demande ? Donc pour répondre pour un agriculteur de base, chez vous, qu'est-ce qu'il doit faire pour vous donner des exemples, dans certains cas, par exemple pour la charte LU Harmonie, déjà dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est que l'agriculteur, dans ses cahiers des charges, est obligé d'acheter de la semence certifiée. Déjà voilà. Il est obligé d'acheter de la semence certifiée. C'est une première chose. C'est important pour nous. La coopérative a fait le choix d'imposer l'achat de semences certifiées pour la production de ses contrats Agriconfiance. Ensuite, on va parler par exemple, dans certains contrats, de sans insecticides de stockage. C'est à la mode en ce moment et ça fait partie un petit peu des items HVE3 qu'on pourrait en parler tout à l'heure. Pour la charte LU Harmonie, par exemple, des actions de biodiversité, l'obligation d'implanter une jachère mellifère en parallèle d'un contrat. Ça peut être également... c'est une traçabilité du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'au client. Bon, donc, on se rappelle bien que le niveau 2, c'est une obligation de moyens, là, pour le coup. C'est ça. Pas de résultat encore qui est réservé au niveau 3. D'accord. Alors, la question la plus intéressante. Qu'est-ce que ça vous rapporte ? Est-ce que vous y gagnez quelque chose ? Plutôt, le coopérateur, est-ce qu'il est payé plus cher à sa tonne de blé ? Alors déjà, la coopérative, ça lui permet d'asseoir sa notoriété auprès de ses clients, parce que mine de rien, on est quand même dans un milieu concurrentiel et on a quand même envie de garder nos petits meuniers locaux et de ne pas se les faire piquer par d'autres acteurs. Donc c'est déjà ça, d'asseoir sa notoriété. Valfrance, c'est la qualité en quantité, donc on essaye de faire perdurer ce slogan. Et après... Pour le sociétaire, l'idée c'est d'améliorer sa valeur ajoutée. Il touche de l'argent pour la production. On est d'accord. Alors la coopérative va toucher une prime et elle va évaluer en fait le coût que ça représente, notamment les audits pour la certification environnementale, la gestion des contrats, etc. La gestion du système. L'allotement aussi parfois un peu particulier de la récolte, les transferts qui peuvent être occasionnés. Et en fonction de ça, moi je suis président du comité Agriconfiance au sein de la coopérative, on ressort une prime agriculteur qu'on peut donner sans faire perdre de l'argent au global de la coopérative. À l'agriculteur. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les primes coopératives vont selon les contrats, entre 5 et 30 euros et l'agriculteur va retrouver entre 3 et 25 euros de la tonne. Donc c'est pas négligeable. Aujourd'hui, c'est vrai jusqu'à 25 euros. Jusqu'à 25 euros. Et vous arrêtez de donner plus 25 euros à la tonne. C'est ça, voilà. Pour un niveau 2. Pour un niveau 2. Bon, d'une manière générale, est-ce que, vous qui avez cette expérience spécifique avec des clients spécifiques, on a bien compris, mais est-ce que d'une manière générale, c'est faisable pour vous, allez,
de valoriser, de vendre cette démarche de niveau 2 auprès du client? Alors, d'autres clients, on va dire d'une manière générale en France, est-ce que les autres clients pourraient être intéressés? Alors, je pense que c'est faisable parce qu'en fait, au début, quand il a fallu démarrer cette démarche-là, il a fallu aller voir les clients, il a fallu vendre la chose et se faire, entre guillemets, rémunérer pour ça. Donc, je pense que c'est faisable. C'est un travail qu'il faut entreprendre et il faut s'y tenir parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que le client y trouve son intérêt. Il y a des contreparties qui ont été mises en place d'ailleurs dans notre relation avec les clients. Mais je pense que c'est faisable. Après, c'est un travail de longue haleine qu'il faut peut-être entamer dès maintenant et puis essayer que chacun s'y retrouve, chaque partie s'y retrouve, quoi. Est-ce que dans votre coopérative, on espère un jour de passer au niveau 3 et le valoriser aussi? Ou est-ce que ce n'est pas encore à l'étude? On le regarde parce que donc AgriConfiance a évolué. Aujourd'hui, il y a 3 niveaux chez AgriConfiance. Il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 3 donc, qui va s'approcher de HVE3. Notamment, il va falloir, par exemple, pour Valfrance, faire reconnaître sa RSE. Ça va être le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de reconnaissance de notre RSE, mais on va y arriver. RSE, ça veut dire quoi? La responsabilité sociale et environnementale, c'est ça. Toutes les entreprises, les coopératives des entreprises ont une obligation aujourd'hui de déclarer une RSE. Tout à fait. D'écrire une RSE et de s'y tenir. Et donc, si on arrive à faire reconnaître notre RSE, demain, on pourrait éventuellement s'engager dans des démarches spécifiques HVE3 via notamment avec le niveau 3 de AgriConfiance qui est prêt pour ça parce qu'il y a eu un gros travail sur les cahiers des charges filières donc, auquel j'ai participé il y a déjà un peu plus d'1 an et AgriConfiance s'est structuré pour répondre à cette demande HVE3. D'accord. Alors j'accueille maintenant Claude Tabel. Bonjour Claude. Bonjour Pascal. Vous êtes président de RAGT, établissement semencier connu. Vous êtes le président aussi de l'Union française des semenciers. Et à ce titre, vous allez parler au nom de tous les semenciers. C'est votre rôle, Claude. Et on a beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Vous, semencier, êtes-vous intéressé par cette démarche de certification environnementale ? Bien sûr, nous sommes intéressés par cette démarche. Si on reprend ce qui a été dit lors de la première table ronde, on a parlé de quoi? On a parlé de biodiversité, on a parlé de réduire aussi les traitements phytosanitaires, on a parlé d'engrais, on a parlé d'irrigation. Et nous, notre travail de semencier, c'est de proposer aux agriculteurs des solutions, des variétés qui vont permettre de répondre à toutes ces attentes. Donc bien évidemment, nous sommes intéressés globalement par ce domaine-là. Après la déclinaison dans le métier des semences, on va en parler. Mais oui. Sans doute. Alors vous êtes intéressé, j'allais dire philosophiquement, vous trouvez que ça va dans le bon sens, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que, alors, avant de voir la question cruciale dans une minute, est-ce que vos clients, à qui vous vendez vos semences, vous en parlent, vous le réclament, vous le demandent? Très franchement, aujourd'hui, la réponse est non. Aujourd'hui, nos clients ne nous parlent pas du tout de certification environnementale. Parle plus de prix des semences, pour être tout à fait honnête, que de certification environnementale. Donc aujourd'hui, on ne sent pas cette demande venir. Mais il n'y a pas de doute qu'avec les mesures qui sont en train de se mettre en place, il est très probable qu'on nous en parlera. Ça peut surgir. Mais aujourd'hui, non. Personne ne nous en parle. C'est pas intégré encore. Non. Bon, la question la plus importante, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher les multiplicateurs qui produisent en HVE ou en niveau 2 ? Eh bien, on est comme dans toutes les chaînes alimentaires. Donc, je vais vous faire une réponse que vous allez me qualifier de normand. Nous sommes tout à fait prêts à payer plus cher à partir du moment où, comme cela a été dit, il y a de la valeur ajoutée autour de la semence et aussi de la chaîne de valeur. Et si il y a de la valeur ajoutée, on saura, comme on a toujours su le faire, je pense, pouvoir la répartir correctement entre tous les acteurs de la filière semence. À ce titre, vous parlez d'acheteurs. C'est vrai que nous, on se considère plutôt comme des partenaires que comme des acheteurs. Mais bon, peu importe. C'est vrai qu'à la fin, il y a bien un acte d'achat des semences auprès de l'agriculteur multiplicateur. Ok, donc, ok sur le principe, mais pour l'instant, pas de demande identifiée. Pas de demande claire et par rapport au débat que l'on a déjà eu, je pense qu'il faudra aussi, mais peut-être que cela viendra dans la discussion que nous aurons un peu plus tard, distinguer entre les actions très vertueuses comme celle dont on vient de parler, où il y a effectivement de la valeur ajoutée qui est allée chercher chez le consommateur quelque part, chez l'utilisateur final, et ce que l'on a dit au niveau de la PAC, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lira le niveau, ou en tout cas le montant des aides PAC d'une certaine manière à un certain niveau, il y a à mon avis un risque fort
qu'à ce moment-là, les acheteurs s'en désintéressent en disant de toute façon, l'agriculteur, il est payé à travers les primes PAC. Donc pourquoi moi, je le paierai en plus au niveau du marché? Donc je pense que c'est quelque chose qui sera assez intéressant à creuser. On voit des débats de ce type-là sur, je dirais, d'une certaine manière, la filière agriculture biologique, qui est déjà un peu dans ce système-là, et pour être tout à fait franc, où on a énormément de difficultés aussi à valoriser des semences produites en agriculture biologique par rapport à la chaîne de valeur. Ah oui, même les semences bio sont difficiles à valoriser aujourd'hui. C'est-à-dire elles sont beaucoup plus chères, donc ça met de la pression, elles sont plus chères à produire pour les agriculteurs, et ça met de la pression sur effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je voudrais aussi insister sur un point qui est spécifique à la filière semence et qui a été très bien dit par Hervé Lapie, c'est que l'on a aussi, nous sommes dans une profession qui est incroyablement réglementée, encadrée. Un agriculteur, quand il achète des semences certifiées, et tant mieux s'il achète des semences certifiées, bien sûr, donc pour nous c'est important, il attend aussi une garantie de qualité. Et donc on ne peut pas non plus imaginer facilement, et ça a été très bien dit je crois par Hervé Lapie, réduire donc un certain nombre d'intrants, notamment tout ce qui est désherbage, avec des risques que cela nous pose après, nous, sur les normes que l'on doit respecter en production de semences. Alors je vois des questions qui arrivent, messieurs, je vous incite à les regarder, on va y répondre tout à l'heure. Mais avant de répondre à ces questions, il y a quelques questions précises. Claude, je continue avec vous sur la RSE qu'on a évoquée tout à l'heure avec Hugues, la responsabilité sociale des entreprises. C'est désormais une obligation pour toutes les entreprises. Est-ce qu'à travers ce prisme ou cette optique de la RSE, est-ce que vous ne seriez pas intéressé pour valoriser ou intégrer cette démarche HVE de vos fournisseurs pour pouvoir, vous, avoir une RSE plus forte, plus costaud? Mais notre RSE, bien sûr, on peut être intéressé par cela, mais pour être tout à fait franc, notre RSE, elle est beaucoup plus impactée par le fait qu'on est capable de mettre à disposition des agriculteurs des variétés qui permettront de moins traiter et donc d'avoir un IFT qui est beaucoup plus faible, qui sera beaucoup plus impactante en termes de Ferme France que d'avoir éventuellement donc sur la production de semences qui est sur une surface beaucoup plus restreinte. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aussi bien voir, donc la RSE, pour nous, ça se traduit par ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. C'est une DPEF et qui est disponible pour l'ensemble des entreprises sur leur site internet. C'est une obligation. Mais la DPEF ou la RSE, c'est là aussi une obligation de moyens, c'est absolument pas une obligation de résultat à ce jour. Donc aujourd'hui, nous faisons tous des déclarations, nous avons tous des actions qui vont depuis, qui sont très larges, qui vont aussi sur comment on traite notre personnel, comment donc on accompagne la formation de nos équipes, etc. Donc ce n'est qu'un petit élément de l'ensemble de l'activité que l'on va qualifier RSE aujourd'hui. C'est un élément qui peut être intéressant, mais encore une fois, si nous devons être amenés, on en reparlera tout à l'heure sans doute, si on est amené à devoir valoriser cela, il faut aussi que nous, on puisse en retrouver une certaine valeur logique au niveau de la chaîne de valeur globale. Bon, donc on en reparlera évidemment dans notre troisième plateau. Je vois les questions, la première, très interpellante, elle est très claire. L'exemple de l'U-Harmonie, ce sera une question pour vous, Hugues, je la lis. L'U-Harmonie, semences certifiées, plus jachère mellifère, plus pas d'insecticides au stockage, plus d'autres conditions que vous ne nous avez pas spécifiées. Tout ça, ça rapporterait, selon ce que vous nous avez dit, à l'agriculteur-producteur de 3 à 25 € la tonne. La semence certifiée par rapport à la semence de ferme, ça coûte déjà, si je comprends bien la question, de 20 à 30 € supplémentaires. Où est l'intérêt du coopérateur, pose l'internaute qui nous regarde? Alors oui, c'est une question intéressante parce que ça mérite d'apporter un peu plus d'éléments sur ce sujet. Par exemple, dans la filière L'U-Harmonie, ça fait partie, dans nos contrats caliblés, ça fait partie des filières qui sont les contrats avec le plus de valeur ajoutée. Donc on s'approche quand même des contrats avec des primes qui sont plus aux alentours de 15 € agriculteurs. Il ne faut pas oublier que là-dessus, on rajoute encore une prime de stockage long qui va être de plus de 17 €. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient encore derrière. Bon. Et puis, donc c'est quand même rentable. Il y a des petites choses, voilà, ça reste rentable. Ça reste rentable pour l'agriculteur. Et il y a des petites choses qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, dans ce type de contrat, c'est des contrats où on n'a pas d'objectif de protéines. Donc quelqu'un qui a dans un terroir un peu de mal à faire de la protéine naturellement et qui pourrait se dire moi je suis bon qu'à faire du blé fourragé, il peut quand même faire des blés de qualité tout en ayant quand même une prime de stockage supplémentaire et du coup financièrement s'y retrouver quand il a un terroir qui n'est pas forcément adapté à faire du blé classique de 120 11 de protéines, 76 de PS. Bon, voilà. Donc on peut quand même s'y retrouver. Voilà. C'est vrai que
bon, c'était peut-être un petit peu, il n'y avait pas assez d'éléments, présenté un peu rapidement, mais quand on creuse un peu, s'il y a des producteurs qui le font, c'est qu'on s'y retrouve. Moi-même, j'ai un contrat de production de charte qualité LU Harmonie tous les ans. Et si je continue à le faire, c'est que je m'y retrouve. Voilà, ok. Alors, et je prends les questions et vous allez voir qu'on y répondra au fur et à mesure de l'émission. En quoi la certification HVE peut être un plus pour la semence française, on en parlera dans le plateau tout à l'heure, et pour les agriculteurs multiplicateurs. Quel est le pourcentage d'agriculteurs multiplicateurs ayant déjà atteint le niveau 2, le niveau 3, j'imagine c'est oublié dans la question. Quelle est la production de la région la mieux représentée? Je n'ai pas la réponse au moment où on vous parle, mais je pose la question à tous nos intervenants qu'on retrouvera tout à l'heure sur le troisième plateau. Et puis, on a un exemple de l'ail blanc de l'Aumagne, dans le sud-ouest. Mais quel est l'intérêt en grande culture et production de semences? Quels sont les avantages et les contraintes? J'imagine que, Claude, vous n'avez pas d'informations à nous présenter sur l'ail blanc de l'Aumagne. Non, pas sur l'ail blanc de l'Aumagne, mais sur les grandes cultures. Il est bien évident que rentrer dans ce système-là, et notamment si on vise le niveau HVE3, c'est aussi se donner des contraintes supplémentaires en termes de production de semences. Donc ça fait partie du travail que nous menons, que ce soit dans l'interprofession ou que ce soit aussi dans les établissements, pour essayer de trouver des solutions. Parce que d'une manière générale, il nous faut trouver des solutions devant la disparition progressive que l'on constate des molécules qui nous permettent donc de pouvoir traiter certains problèmes. Mais évidemment, ça pose des contraintes, et donc des contraintes supplémentaires à la fois pour l'agriculteur multiplicateur et des contraintes supplémentaires pour le semencier qui va acheter le produit de la récolte, comme l'a très bien dit Hervé Lapi tout à l'heure. Alors, Hugues nous a dit tout à l'heure que dans sa démarche, ça se traduisait chez lui par des semences certifiées. Est-ce que là, ces semences certifiées, est-ce que ce n'est pas une voie d'entrée pour vous, semenciers, pour rémunérer mieux les multiplicateurs? Si, bien sûr. J'allais dire bien sûr, évidemment, si rêvons, si la France se met à mettre 100%, à semer 100% de semences certifiées, d'une certaine manière, l'économie du système sera meilleure et donc tout le monde pourra en profiter. La difficulté, c'est que la tendance, elle n'est pas tellement dans ce sens-là jusqu'à présent. Donc on peut saluer la démarche de Val France et que je trouve absolument remarquable. Pourquoi? Parce que derrière la semence certifiée, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a aussi le financement de la recherche et que malgré les accords que l'on a comme la CRIV, 1 hectare de semences certifiées rapporte plus ou permet plus de recherche qu'un hectare de semences de ferme. Voilà, c'est une réalité. Après, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je veux dire c'est le constat. Le constat, il est là aujourd'hui. Donc pour nous, et par rapport aux défis de demain et tous les défis dont on parle, plus il y a de semences certifiées, mieux ce sera évidemment pour la profession semencière. Moi, personnellement, évidemment, je pense que ça sera mieux aussi pour la Ferme France. Aujourd'hui, oui, bien sûr, ça serait une solution et ça nous permettrait sans doute aussi de pouvoir mieux rémunérer les agriculteurs multiplicateurs. Claude, vous avez un regard sur tout ce qui se passe en Europe, bien sûr. Est-ce qu'il existe ailleurs, dans d'autres pays, des démarches équivalentes de certification environnementale ? Non, pas vraiment, pas à ce stade. Je pense que la France n'est pas en retard. On est à peu près. On est plutôt en pointe, donc du coup, si je comprends. On est en pointe. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de demande de nos clients, donc il n'y a pas plus de demandes hors de France qu'en France. Aujourd'hui, ce qui fait que la semence française sur certaines espèces, elle est très appréciée, c'est justement sa qualité en tant que semence, c'est-à-dire à travers les normes que l'on fournit, la qualité, la pureté spécifique, la germination et autres, et la génétique qu'il y a derrière. C'est ça qui fait la renommée de la semence en France et que l'on peut aussi produire, et c'est une fierté, très franchement, c'est une fierté parce qu'on travaille avec 19 000 environ agriculteurs multiplicateurs en France et on a une filière qui est, vous le savez, nous sommes le premier exportateur mondial, le premier producteur européen, c'est grâce à la qualité de nos terroirs et à la qualité des agriculteurs multiplicateurs. Donc aujourd'hui, on n'a pas de demande spécifique en plus sur cette certification. Pour notre qualité. Bien sûr, sur cette certification environnementale. Si les règles de la PAC, si les attentes des consommateurs, donc, parce que c'est quand même eux à la fin qui ont le pouvoir, se dessinent pour demander effectivement plus de certification environnementale, je n'ai pas de doute qu'on saura faire et que notre filière sera aussi la première sans doute à se mettre en marche pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire décrocher, dépasser par d'autres continents, d'autres pays qui prendraient cette direction? Alors, je cite un exemple, peut-être est-il pas le bon, vous allez me dire, l'origine green en Irlande. Ça marche bien. Est-ce que c'est du même niveau que la certification environnementale? Est-ce que ça peut apporter des choses aux producteurs irlandais? Je ne sais pas s'ils font de la semence en Irlande. Ils ont un peu plus de difficultés, je pense, globalement que nous. Franchement, je ne le vois pas venir. Je peux me tromper, mais je voudrais être optimiste là-dessus. Je ne vois pas venir de concurrence forte sur ce sujet-là.
Je parlerai différemment sans doute de l'agriculture biologique, hein, qui est encore un autre sujet. Mais sur notre sujet qui nous occupe aujourd'hui, non, je ne crois pas que l'on soit ni en retard, ni que l'on ait de grands risques. Mais encore une fois, pour que ça marche, il faut que la filière s'organise et il faut qu'à un moment donné, comme ça a été très bien dit, il y ait de la valeur ajoutée. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas non plus de mise en place systématique. Et ça, c'est un peu la caractéristique que l'on a en France. On a à la fois le carotte, alors, je sais bien que l'agriculteur a parlé de carotte, mais la carotte et le bâton. Alors la carotte, c'est, oui, on va mettre de l'éco-conditionnalité, etc. Et puis le bâton, c'est la réglementation qui nous interdit et qui nous enlève des moyens de production. Donc on a cette culture-là aussi beaucoup en France, et il faut que l'on arrive à gérer cela. Moi, je suis toujours admiratif, franchement, de la profession agricole qui a été capable de s'adapter de façon importante à chaque fois et de relever tous les défis. Donc j'ai pas de doute qu'on relèvera aussi ce défi-là demain s'il devient nécessaire. Alors, je crois que la démarche de certification que vous ne voyez pas encore en semences, on a bien compris votre message, Claude, elle est très développée en revanche dans d'autres secteurs, notamment en viticulture. Et il y a une question qui tourne autour de ça. Alors, quels sont les marchés intéressés aujourd'hui par des semences certifiées HVE, donc niveau 3? Une question de Pierre Laglaise. Est-ce que vous voyez des choses, vous, mes deux invités, là, Hugues et Claude? Voilà, le silence est éloquent. Claude, vous voyez rien, vous? Je ne veux pas parler, non, mais je connais Pierre, donc je comprends pourquoi il pose cette question, mon ami Pierre, mais non, aujourd'hui, à court terme, en tout cas, on ne le voit pas. Il y a un danger, je pense, à court terme, parce que l'on voit arriver un petit peu, c'est des démarches privées. Alors ça, c'est un autre sujet peut-être dont on pourrait parler, c'est la foultitude de labels ou autres, etc. Alors déjà... Ok, AgriConfiance, on est déjà en train de dire AgriConfiance, c'est à peu près équivalent ou c'est équivalent à la certification de niveau 2. Et vous voyez bien que cette difficulté que l'on a aussi autour des labels en France, hein, de beaucoup de choses, chacun y va de son label et de son appellation. Et ça, c'est un problème pour vous? Oui, c'est un problème, c'est un double problème. C'est un problème parce que ça ne donne pas de lisibilité. Hein, donc si vous dites que pour le client A, ça s'appelle comme ça, et que pour le client B, la certification environnementale elle va s'appeler autrement, ça devient une difficulté. Si en plus les cahiers des charges sont différents, ça entraîne de la complexité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on voit venir, qui est pour le coup non pas une opportunité, mais une contrainte pour notre métier, c'est de la part de distributeurs de mettre en place des formes d'équivalent de Nutri-Score environnementaux pour leurs fournisseurs. Et ça devient une contrainte supplémentaire. C'est une contrainte supplémentaire, si elle revient au semencier, je crains malheureusement qu'elle aura aussi un impact sur l'agriculteur multiplicateur. Bon, donc toute cette démarche privée, notamment des distributeurs, peut être plutôt source de confusion et de perte de valeur plutôt Encore une fois, si ça peut être source, si ce n'est pas accompagné avec de la valeur ajoutée qu'on va aller chercher vers l'aval, ça sera plutôt destructeur de valeur en amont. C'est un grand risque, comme à chaque fois que l'on met en place des standards et on retombe sur la question de la carotte et du bâton. Hugues, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes au niveau 2, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui vous manque pour passer au niveau 3, le niveau HVE, le vrai niveau haute valeur environnementale? Quels sont les points de blocage pour l'instant et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les surmonter chez vous, dans votre exploitation? Eh bien, en fait, moi, ça rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Sur le ratio, sur la voie B, le ratio chiffre d'affaires sur intrant, j'ai 8 cultures sur l'exploitation avec des valeurs ajoutées qui sont des valeurs ajoutées de culture céréalière, donc en multiplication de semences ou en contrat de qualité, mais j'ai pas forcément une valeur ajoutée type culture légumière et autres qui me permettrait donc encore d'atteindre ces ratios. Donc la voie B, pour l'instant, elle est plutôt fermée pour moi, et la voie A, il faudrait vraiment que je fasse un effort considérable sur mes IFT pour y passer, et le problème c'est que je suis pas certain d'assurer la qualité de mes productions si je fais cet effort là certaines années, quoi. Ouais, donc pour l'instant ça paraît difficile. Ça pourrait être très aléatoire, peut-être qu'une année ça pourrait passer, mais en tout cas je ne garantis pas que ça puisse passer tous les ans, et donc c'est encore compliqué. Moi ça fait plusieurs années que j'essaye avec mes données de l'exploitation et que ça passe pas en niveau 3, quoi. Ah oui, vous le regardez chaque année et oui, pour l'instant alors, ça passe pas. Ça fait 2 ans que je le fais, donc on essaye d'avoir un peu quelques exploitations pilotes sur la coopérative, et on se rend compte que dans notre schéma, dans nos types d'exploitation à la coopérative, ça passe pas pour l'instant. Donc tant que ça n'évolue pas, pour nous, on reste un petit peu cantonné au niveau 2. Voilà. Ok, donc on vient de le voir, hein, la grande difficulté, c'est la difficulté technique, hein, pour les multiplicateurs de semences. Voyons précisément
plus directement, quelles sont ces difficultés techniques pour passer au niveau 3, le niveau haute valeur environnementale? On est allé voir un agriculteur multiplicateur de semences qui a fait justement des audits de faisabilité sur les exploitations de sa région pour le compte d'un opérateur qui se renseignait sur une démarche environnementale. Cet agriculteur engagé, lui, dans une démarche de conservation des sols, c'est Luc Jacquet, qui exploite 122 hectares à Fouronne, dans l'Yonne, au sud de Paris. Reportage. Les difficultés, c'est la limitation d'usage de certaines molécules et la quantité de passage. C'est-à-dire certaines années, dans certaines conditions, on ne peut pas rattraper une intervention en repassant une seconde fois parce qu'on dépasse les limitations de quotas. Alors il existe plusieurs solutions pour surmonter ces difficultés. C'est rallonger les rotations avec des cultures d'automne, d'hiver et de printemps. C'est également d'incorporer plusieurs familles d'espèces et des variétés tolérantes aux insectes et aux fongicides. Après, il reste le problème du désherbage, où la génétique ne peut pas faire grand-chose pour le moment en France et en Europe. C'est de trouver des palliatifs. Alors, il y a des solutions mécaniques, la herséterie, le binage, mais toujours pareil, en fonction des conditions climatiques, le type de sol, s'il y a du caillou, si c'est humide, on ne peut pas fonctionner avec des solutions mécaniques. Merci Luc Jacquet pour ces conseils.